allons réaliser une synthèse des fondations superficielles à partir de l'article de Roger Franck. Voici le sommaire de cet article avec les définitions des fondations superficielles, les actions pour le calcul aux états limites, la capacité portante des fondations superficielles, les différents types de calculs, le tassement des fondations superficielles, les justifications d'une fondation superficielle et enfin les dispositions constructives. Donc, dans les définitions, comme nous avons vu déjà dans le cours, il y a différents types de fondations superficielles. Nous avons distingué les semelles filantes, les semelles isolées. Et ensuite, vous avez les radiers ou dallage. Nous avons dans le cadre de ce cours également regardé la capacité portante et le tassement. Et nous avons vu différentes formes de calcul de capacité portante. Nous avons vu la courbe de chargement verticale et centrée d'une fondation superficielle. Au début du chargement, le comportement est sensiblement linéaire, comme vous avez vu ici. Ensuite, le tassement n'est plus proportionnel. On peut dire qu'il y a création et propagation des zones de sol plastifiées sur la fondation. Et à partir d'une certaine charge, QL, qu'on appelle Q limite, il y a poinçonnement du sol, tout du moins un tassement qui n'est plus contrôlé. Le sol n'est pas capable de supporter une charge supérieure sans s'effondrer. C'est la rupture. Ensuite, il y a les actions pour le calcul aux états limites, les différents types d'actions, les actions permanentes, le poids propre de la fondation, le poids propre de l'appui, les efforts dus au retrait, etc. Les actions dues au vent, la poussée d'Archimède, l'effet hydrodynamique. Il y a les actions variables, telles que les charges d'exploitation, les charges dues aux effets climatiques, les actions accidentelles, les séismes, comme nous sommes dans une zone à sismicité élevée. Il y a les combinaisons d'actions type et sollicitation de calcul dans le cadre de cet article, les états limites ultimes, les combinaisons fondamentales, les combinaisons accidentelles, les combinaisons vis-à-vis des états limites ultimes de stabilité d'ensemble, les états limites de service, les combinaisons quasi permanentes, les combinaisons fréquentes, les combinaisons rares également. Au troisième point, il y a la capacité portante des fondations superficielles. Nous avons vu amplement comment calculer la capacité portante dans le cas d'une fondation superficielle et surtout nous avons regardé les différentes méthodes, que ce soit les méthodes des coins de Rankine, les méthodes de Printemps-Buisman, les méthodes de Terzaghi, les méthodes de Meyerhoff, les méthodes générales, que ce soit les méthodes de Hansen et les méthodes de Vésic. Toutes ces méthodes utilisent la forme canonique développée dès le départ par Rankine. Nous avons vu deux méthodes de calcul de capacité portante. Il y a la méthode C-φ où on doit déterminer la cohésion effective et l'angle de frottement interne effectif à partir des essais de laboratoire. On ne va pas s'attarder sur ces différentes méthodes. Il y a les calculs en conditions non drainées, les calculs en conditions drainées. Nous avons vu également l'influence de la forme de la fondation, charge verticale et centrée. Voici l'influence de l'inclinaison de la charge que nous avons vu dans le cadre de l'équation générale, comment les déterminer et quelles sont les valeurs pour différents types de coefficients. Voici un tableau des coefficients de forme à partir du projet de code 7.1 1994. Un tableau d'autres de grandeur des valeurs des coefficients réducteurs sur NC, argile, N-gamma Q, sable, d'après Meyerhoff. L'influence également de l'excentricité de la charge que nous avons vu amplement dans le cadre de ce cours à partir de la théorie de l'élasticité des poutres. Pour les fondations sur sol hétérogène, on pourra s'assurer de l'importance d'une couche molle sous-jacente en appliquant la méthode dite de la semelle fictive. Cette méthode consiste à vérifier l'importance d'une fondation posée sur le 3 de la couche molle et ayant pour largeur celle qui est obtenue en supposant une diffusion avec la profondeur de la contrainte à 1/2 ou avec un angle de 30 degrés. Si la couche porteuse a une épaisseur H, la largeur de la semelle fictive est alors B plus H dans le cas de la diffusion à 1/2. Nous avons réalisé plusieurs exercices à différentes couches où nous avons utilisé la méthode 2/1 qui donne des résultats assez intéressants dans le cadre de ces calculs. Il y a les fondations sur pente ou à proximité de la crête d'un talus. On a vu les méthodes pressiométriques et pénétrométriques. Les méthodes de calcul pressiométrique et pénétrométrique sont celles incluses dans le fascicule 62, titre 5 du CCTG
Règles techniques de conception et de calcul de fondation des ouvrages de génie civil. C'est à partir de ce fascicule qu'on va nous montrer comment déterminer ces capacités portantes à partir de ces deux essais in situ. Dans le cadre de cet essai, on doit déterminer la hauteur d'encastement équivalente, DE, et on doit déterminer également la pression limite nette, PL star, qui est égale à PL moins P0, PL pression limite mesurée et P0 contrainte en totale horizontale au niveau dans le sol avant l'essai. Voici un exemple d'essai pénétromètre statique avec la hauteur d'encastrement DE. Pour le pressiomètre, DE est égal à 1 sur PLE star intégrale de 0 de PL star de Z. Dans le cas de pénétromètre statique, DE égale à 1 sur QCE intégrale de 0 à D QC de Z. PLE star et QCE étant respectivement la pression limite nette et la résistance de pointe équivalente définie ici. Comment déterminer la pression limite nette équivalente à PLE star au pressiomètre Ménard? C'est l'un des essais que nous avons vu amplement dans le cadre de ce cours. PLE star égale à PL star facteur de D plus 2 tiers B. Dans le cas d'une couche porteuse homogène d'épaisseur au moins égale à 1,5 B au-dessus de la base de la fondation. Et dans le cas des sols de fondation non homogènes ayant toutefois des valeurs de pression limite du même ordre de grandeur jusqu'à au moins 1,5 B au-dessus de la base de la fondation, on va retenir pour PLE star la moyenne géométrique. PLE star égale à racine énième de PL1 star multiplié par PL2 star multiplié par PLN star. PL1 star jusqu'à PLN star étant les valeurs de la pression limite nette équivalente des couches situées de D à D plus 1,5 B. La résistance à deux pointes équivalente QCE au pénétromètre statique CPT. QCE qui est égal à 1 sur 3A plus B intégrale de D moins B à D plus 3A QCC. Avec QCC, résistance de pointe QC écrétée à 1,3 QCM. On doit calculer QCM égal à 1 sur 3A plus B intégrale de D moins B, D plus 3A, QC de Z, dz. Avec A égale à B sur 2, si B supérieur à 1 mètre, A égale à 0,5 mètre, si B inférieur à 1 mètre. Et B égale à min de AH, où H est la hauteur de la fondation dans la couche porteuse. Il y a la profondeur critique à déterminer. La profondeur critique qui dépend du type de sol, de la résistance du sol. On a le calcul de la capacité portante à partir de l'essai au pressiomètre Ménard. Les définitions des catégories conventionnelles de sol. À partir du fascicule 62-5-1993, vous avez ici les classes de sol. Voici les pressiomètres, pression limite, PL en MPa et pour pénétromètre, QC en MPa. Vous avez pour la charge verticale centrée, QL, qui est la contrainte de rupture, est égale à Q0 plus KP, PLE star. Q0, c'est la contrainte totale verticale au niveau de la base de la fondation. QL, la contrainte de rupture. PLE star, pression limite nette équivalente. KP, le facteur de portance pressiométrique. Tous ces différents paramètres sont à calculer. L'expression de KP en fonction de la nature ou bien du type de sol. L'expression KP max si c'est semelle carrée, KP max si c'est semelle filante. Vous utilisez ce tableau. Voici les graphes correspondant au facteur de portance pressiométrique pour les semelles carrées ou circulaires. Et ici, un graphe correspondant au facteur de portance pressiométrique pour les semelles filantes. Il y a l'influence de l'inclinaison de la charge et de la proximité d'un talus. La pression limite selon le fascicule 62-5-1993. Donc, voici les paramètres à déterminer. C'est bien expliqué dans ce papier. L'influence de l'excentricité. Nous avons développé cet aspect amplement dans le cadre de ce cours. Le calcul de la capacité portante à partir de l'essai de pénétration statique. La contrainte de rupture Q est égale à Q0 plus KC QCE. Q, contrainte de rupture. Q0, contrainte totale verticale au niveau de la base de la fondation. QCE, résistance en deux pointes équivalentes. KC, facteur de portance pénétrométrique. Voici le facteur de portance pénétrométrique.
selon le fascicule 62.5 en 1993, où on a le type de sol, l'expression de KC, KC max pour semelle carrée et KC max pour semelle filante. On prend le tassement des fondations superficielles, comment déterminer ces différents tassements. Le calcul direct du tassement avec S égale à Q par 1 moins 100 nu au carré sur E par BCF. S tassement, Q contrainte appliquée sur la fondation uniforme, module et coefficient de Poisson, B largeur ou diamètre de la fondation, CF coefficient dépendant de la forme de la fondation. Nous avons vu amplement dans le cas de ce cours comment déterminer le tassement à partir de l'essai odométrique, le calcul des tassements par les résultats de l'essai au pressiomètre Ménard, peut déterminer le tassement à 10 ans d'une fondation encastrée d'au moins d'une largeur B pour une fondation posée près de la surface ajoutée 20% est donné par les relations. On a S à 10 ans égale à SC plus SD, avec SC égale à Q moins sigma V, le tout par lambda C, par B, par alpha, sur 9 EC, ce qu'on appelle le tassement volumique, et SD égale à 2 Q moins sigma V par B0, facteur de lambda D B sur B0, exposant alpha sur 9 ED. C'est le tassement déviatorique. Avec Q contrainte verticale appliquée par la fondation, sigma V contrainte verticale totale avant travaux au niveau de la base de la fondation, lambda C et lambda D coefficient de forme donnés dans le tableau, alpha coefficient rhéologique, B largeur de la fondation, B0 une dimension de référence égale à 0,60 m, EC et ED module pressiométrique équivalent dans la zone volumique et dans la zone déviatorique respective. Le tableau 9 permet de déterminer les coefficients de forme lambda C et lambda D en fonction de L sur B, le coefficient rhéologique alpha qui dépend du module et de la pression limite en fonction du type de consolidation. On vous montre dans ce calcul comment déterminer EC et ED. EC qui est plus égal au module E1 mesuré dans la tranche d'épaisseur P sur 2 située sur la fondation. Voici les différentes couches. Et voici les équations pour pouvoir déterminer EC et ED. EC égale à E1. Et ED est obtenu par l'expression suivante. Voici l'expression où EIJ est la moyenne harmonique des modules mesurés dans les couches situées de la profondeur IB sur 2 à la profondeur JB sur 2. On peut utiliser cette expression que vous voyez ici si les valeurs de 9B sur 2 à 8B ne sont pas connues. Si de même que les valeurs de 3B à 8B ne sont pas connues, on utilise cette expression ici. À partir de là, vous pouvez déterminer S total qui est égal à S plus SM, ST égale à SCEC plus SD ED', SM, voici la formule utilisée pour SM. Calcul des tassements par les résultats de l'essai de pénétration statique. Voici les formules à utiliser. E odométrique égale à alpha QC. Voici QC, les différentes valeurs en fonction des types de sol et voici alpha. Donc voici les formules à utiliser S que vous pouvez voir ici. C1 par C2, facteur de Q moins sigma prime V, intégrale de 0 à ZT, IZ sur E dz. Voici C1. C'est un article très intéressant que vous pouvez utiliser comme ouvrage de référence qui nous montre les différents types de calculs qu'on peut faire pour des fondations superficielles. Il y a les tassements admissibles des bâtiments, il y a les tassements et déplacements admissibles des structures, les déplacements admissibles des fondations de ponts à lire également pour compléter le cours. Calcul par la méthode des éléments finis à faire, ce sont des modélisations, les justifications d'une fondation, et les états limites concernant le sol, la capacité portante, les états limites ultimes de glissement, les états limites ultimes de renversement et les états limites de service de décompression du sol, les états limites ultimes de stabilité d'ensemble, les états limites concernant les matériaux constitutifs de la fondation, les états limites de déplacement concernant la structure portée à lire. C'est un très bon article que j'utilise beaucoup dans le cadre de ce cours. Les différentes notions que vous voyez dans ce cours sont tirées de cet article.